Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence intitulée « Peut-on avoir confiance en l'eau que l'on boit ?» Polluants éternels, métabolites de pesticides, ces dernières années, les alertes multiplient sur la présence de nombreuses molécules chimiques dans l'eau potable. De quoi créer une crise de confiance. Alors pour commencer, justement, je voulais prendre un peu le pouls de la salle. Qui ici n'a plus confiance en l'eau qu'il boit au robinet? D'accord. Deuxième question. Qui n'a plus confiance en l'eau en bouteille? Intéressant. Nous allons en parler avec Dan Lert, adjoint à la mairie de Paris en charge de la transition écologique, du plan climat, de l'eau et de l'énergie, et également président d'Eau de Paris qui fournit l'eau potable aux Parisiens. Vous desservez 3 millions de personnes, si je ne me trompe pas. Nous avons également Marie-Amandine Stévenin, présidente de l'UFC Que Choisir. Stéphane Junique, président du groupe Vive, qui est une union de mutuelles. Et Yves Lévy, professeur émérite en santé publique et en santé environnementale à l'Université de Paris-Saclay. Marie-Amandine Stévenin, on va commencer par vous. En 2 mots, depuis combien de temps l'UFC Que Choisir suit les enjeux de l'eau? Et est-ce que vous sentez que la préoccupation augmente chez les lecteurs de votre magazine? Alors nous, à l'UFC Que Choisir, on suit la problématique de l'eau depuis des décennies. Ça a fait partie, dès le début de l'association, de ces combats. On a notamment beaucoup de représentants dans nos associations locales, parce qu'on est un réseau aussi d'associations locales. Donc on a des représentants dans les commissions locales de l'eau, dans les CODERST, dans les comités des agences de l'eau. C'est vraiment une préoccupation qui nous suit et on peut le voir à travers les études, puisqu'on publie notamment une carte interactive de la qualité de l'eau, où vous pouvez retrouver vos communes, qu'on publie et qu'on met à jour depuis 2012, qui est entièrement gratuite, qui n'est pas réservée aux abonnés. On a des études, on s'est mobilisé sur les fuites dans les réseaux de l'eau en 2023. Donc c'est vraiment un combat de longue date que l'on porte. Et pour répondre plus précisément à votre question, oui, c'est une préoccupation qui remonte de plus en plus au fur et à mesure que l'on entend parler des polluants, de ce que l'on peut trouver dans l'eau et que l'on ne devrait pas trouver dans l'eau. Donc c'est vraiment des préoccupations qui remontent aussi bien dans nos lecteurs que dans nos comités avec nos représentants. Merci. Stéphane Junique, est-ce que vos adhérents vous interpellent aussi sur le sujet? Peut-être que c'est l'occasion de nous raconter un peu ce qu'est Vive aussi, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est. Le groupe Vive, c'est une mini-France. On protège 11 millions de Français à travers des mutuelles probablement que vous connaissez, qui sont Harmonie Mutuelle, la MGEN et puis la Mutuelle Nationale des Territoriaux. Et puis nous sommes présents également dans les Antilles-Guyane avec une mutuelle qui s'appelle Margaïa. Pourquoi je parle de mini-France? C'est que nos adhérents ils sont concernés de la même manière que l'ensemble des Français aux difficultés qui peuvent être ceux d'approvisionnement d'eau. C'est-à-dire que sur les 600 000 Français qui aujourd'hui ont des difficultés pour accéder à une eau de qualité, eh bien une partie sont de nos adhérents. Alors on a fait un baromètre qui est un baromètre qu'on suit chaque année autour des enjeux du mieux vivre. Et en fait on a été surpris cette année parce que la dernière édition met en évidence que 87% des personnes qui ont été interrogées sont extrêmement préoccupées par la raréfaction des ressources en eau. C'est un sujet qui les préoccupe d'une manière beaucoup plus forte que les années précédentes. 79% d'entre eux indiquent que cela entraînera des ruptures d'approvisionnement alimentaire, faute d'avoir une ressource en eau qui soit de qualité, avec derrière des conséquences qui, on le sait, vont être de plus en plus importantes au regard des aléas climatiques. Et puis enfin, il y a 1 Français sur 4 à travers le baromètre qui souhaite être davantage préparé pour pouvoir réagir face à ces situations, pour être en situation, au fond, de ne pas subir, mais bien de pouvoir anticiper les risques, notamment sur leur santé. Et c'est en ça où, là, les mutualistes sont extrêmement utiles pour apporter de l'information, mais aussi pour être dans une démarche, pas simplement de rembourser les soins, mais bien d'anticiper et de prévenir les risques sur la santé humaine. Merci. Dan Lert, est-ce que les Parisiens vous interpellent dans la rue ou je ne sais où sur la qualité de l'eau qu'ils boivent? Alors d'abord, peut-être une rapide présentation de ce qu'est Eau-de-Paris. Eau-de-Paris, c'est la régie publique de l'eau de la ville de Paris. Donc on est en charge de fournir de l'eau
potable à 3 millions de personnes quotidiennement, donc 2,2 millions d'habitants à Paris, plus 1 million de personnes qui sont sur le territoire parisien au quotidien, qui peuvent être des personnes qui visitent Paris ou des personnes qui travaillent à Paris. Et oui, je crois que les Français, comme les Parisiens, sont très préoccupés par la crise de l'eau. Chacun a, je crois, bien pris conscience que cette crise de l'eau, elle est accélérée par les questions de dérèglement climatique. Et donc toutes les questions autour de l'approvisionnement en eau potable ou de la dégradation de la qualité de l'eau, évidemment, font partie des préoccupations des Parisiens. Ce que je voudrais dire sur ce point, on s'attache vraiment à Haute-Paris à... On dit déjà que l'eau est l'aliment le plus contrôlé de France. Et c'est très important de le répéter. Entre la source et le robinet, il y a pratiquement 10 contrôles sur la qualité de cette eau. Et c'est une façon de travailler en transparence avec les Parisiens pour les rassurer sur l'eau d'excellente qualité qu'on doit aux Parisiens à un prix maîtrisé. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler de ces enjeux-là tout à l'heure. Oui, on en parlera un peu plus tard. Avant ça, Yves Lévy, est-ce que vous êtes étonné que certaines personnes expriment de la défiance vis-à-vis de la qualité de l'eau? Non, pas du tout, et c'est normal, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'informations qui sont données sur l'eau. Et avant qu'on déroule notre exposé sur l'eau et ses polluants, il faut bien qu'on garde tous à l'esprit que les apports en polluants, qu'ils soient biologiques ou chimiques, c'est l'air qu'on respire aujourd'hui, c'est tous nos aliments, c'est les contacts cutanés, et c'est tout cet ensemble-là qui crée des maladies. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas parler de l'eau, mais en fait, on parle beaucoup de l'eau parce qu'il y a beaucoup d'analyses, il y a beaucoup d'informations, on a fait des très grands progrès depuis les 30 dernières années, et donc on sait beaucoup de choses. Et à contrario, quand on va faire nos courses ou quand on respire l'air à l'extérieur, on n'a pas d'informations sur ces polluants. Du coup, on a tendance à focaliser là-dessus et à vouloir croire que tous nos problèmes viennent de l'eau. Donc, on va en parler derrière, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais gardons bien à l'esprit de ne pas faire croire à tout le monde que si on résout les problèmes de l'eau, on a résolu tous nos problèmes d'exposition, parce que malheureusement, on vit dans un environnement complètement pollué. Merci. En tout cas, le sujet de la qualité de l'eau est dans l'actualité, puisque hier, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé une feuille de route pour améliorer la qualité de l'eau en France. Donc on est en plein dans l'actu. Juste pour vous dire, donc, nous allons découper cette table ronde en 3 axes. D'abord un état des lieux sur l'état, l'eau du robinet, puis les conséquences, puis les solutions. Et à chaque partie, on vous donnera la parole. Donc on va entamer d'abord la partie état des lieux. Donc si on retourne à la source, pour produire l'eau potable, on pompe essentiellement dans les nappes et dans les rivières. Puis en fonction de la qualité de l'eau, on va traiter plus ou moins pour qu'elle en fait, elle respecte une certaine réglementation, la réglementation en vigueur. Donc comme vous le disiez, l'eau potable est très surveillée en France. Il y a à la fois des contrôles réalisés par les agences régionales de l'eau, les ARS, et de l'autosurveillance qui est faite par les régies des eaux. Actuellement, 90%, même plus, des analyses sont conformes en France. Donc ça, c'est un point qu'il fallait préciser. Marie-Amandine Stévenin, les non-conformités, pour le coup, elles sont liées à quelle pollution? Je crois que vous avez des cartes qui sont très précises sur le sujet. Oui, il y en a d'ailleurs une qui s'affiche là. Oui, je pense que c'est important quand même de rappeler que quand on parle de conformité de l'eau, il y a quand même 98% des gens qui consomment de l'eau en France qui est conforme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pollution. Et c'est justement ce que démontrent nos cartes. Donc là, vous avez une première carte qui est affichée, qui est celle de la contamination des pesticides. Et quand on voit, donc on s'est intéressé qu'au taux de non-conformité, c'est-à-dire qu'on regarde quand est-ce que l'eau du robinet n'est pas conforme aux normes qui sont posées. Et donc on voit bien que là où il y a des dépassements, donc jaune, vous avez quelques dépassements, rouge un peu plus, et puis noir, bon, là vous avez vraiment beaucoup trop de dépassements, donc de non-conformité. On voit que ça correspond quand même pas mal à la carte des grandes cultures maraîchères, des cultures de maïs notamment, quelques régions viticoles. Donc il y a quand même une pollution qui vient de la part agricole qui est assez indéniable. Attention à ne pas lire mal cette carte. Là où vous n'avez pas de non-conformité, ça ne veut pas dire que l'eau n'est pas polluée, parce que nous n'avons pas testé les eaux brutes. On teste là
Ça, c'est l'eau du robinet. Donc il peut y avoir des zones dans lesquelles il y a eu de la dépollution. Et si on regarde sur la carte suivante... Alors, juste une petite précision, une question. Là, vous parlez des pesticides. Est-ce qu'il y a les PFAS qui sont inclus dedans ou pas? Non. Non. D'accord. Et donc, on a une autre carte, par exemple, qui est la carte des nitrates. Voilà. Alors là, la carte des nitrates, par exemple, vous pouvez voir, c'est très, très concentré sur le nord-est. Et pourtant, on peut bien se douter qu'il y a une pollution aux nitrates en Bretagne. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de non-conformité sur la Bretagne? Parce qu'en réalité, on a mis en œuvre des moyens de dépollution. Donc ça veut dire quoi? Déjà, se dire que ces cartes-là, c'est vraiment sur la qualité du robinet, hein. Pas sur les eaux brutes, vraiment pas qu'il y ait de confusion et qu'on vienne penser que... Si on avait fait une carte sur les eaux brutes, je pense qu'elle serait toute rouge, jaune et noire de façon 100%. Mais ça veut surtout dire que quand on s'en donne les moyens, et je parle aussi bien de moyens financiers que de moyens humains, eh ben on est en mesure de dépolluer. Parce qu'on le voit bien, sur une zone comme la Bretagne, il y a des nitrates qui sont utilisés à très haute dose, et pourtant, dans l'eau du robinet, on ne les retrouve pas. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a vraiment des ONG qui se sont battues pour qu'il y ait un travail de dépollution qui soit fait. Et les personnes qui vivent en Bretagne et qui boivent de l'eau du robinet en Bretagne ont accès à une eau conforme. Il n'y a pas de non-conformité. Et puis on a une dernière carte qui est celle sur la pollution bactéries, donc qui là va être plutôt localisée sur des petites communes, des communes qui vont être éloignées, des zones aussi un peu montagneuses. On le voit, la Corse par exemple est particulièrement concernée par des non-conformités bactéries. Donc là, on est sur des multisources, on n'est pas uniquement sur de la pollution qui viendrait de l'agriculture, du maraîchage ou de la viticulture. Dan Lertz, je ne crois pas avoir vu Paris sur la carte. Alors, effectivement, grâce au traitement qu'on a mis en place avec Eau de Paris et grâce aussi aux actions de protection de la ressource qu'on mène autour de nos captages avec les agriculteurs, et on en parlera peut-être tout à l'heure, l'Eau de Paris est 100% conforme aux normes sanitaires. Et elle va le rester dans les prochaines années, y compris avec l'intégration dans le contrôle sanitaire des agences régionales de santé, des 20 PFAS, ces fameux polluants éternels, qui vont être maintenant inscrits dans le contrôle sanitaire. Et on a publié les résultats que nous trouvons sur ces 20 PFAS qui sont normés et réglementés. Et on est confiant dans la suite pour les prochaines années sur le respect des normes. Mais il y a beaucoup d'autres PFAS qui ne sont pas encore réglementés. Notamment, on parlera peut-être du TFA, qui est un dérivé de pesticides, d'herbicides plus exactement, ou d'autres origines industrielles. Et ils ne sont pas normés et on les retrouve, y compris dans les eaux brutes, des eaux de surface ou les nappes souterraines. Donc c'est des motifs de préoccupation. Et d'ailleurs, on demande au gouvernement des normes protectrices de la santé pour ces polluants éternels qui ne sont pas encore réglementés. On en parlera peut-être un peu plus tard. Yves Lévy, quels sont les profils un peu des endroits où il est compliqué d'avoir une bonne eau potable? Je crois que les grandes villes comme Paris ont peut-être moins de difficultés que des petites régies des eaux, quoi. Oui, en fait, ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est une chaîne logique de ressources contaminées, alors qui peuvent être superficielles ou souterraines. Alors superficielles beaucoup plus facilement, parce que dès qu'il pleut, tous les déchets se déversent assez facilement dans les eaux superficielles. Souterraines, elles peuvent être plus ou moins protégées. Donc on a des ressources qui vont être plus ou moins contaminées. Et derrière, il faut mettre en place des traitements. Et là, quand on parle de la France, mais dans toute l'Europe, c'est pareil, hein. Et je ne parle pas du reste du monde, parce qu'alors là, on arrive dans des choses beaucoup plus compliquées. Donc, mettre en place ces traitements pour répondre à quoi? Pour répondre à des normes qui sont des normes européennes, élaborées au niveau de toute l'Europe par tous les comités d'experts. Et donc, il va falloir mettre en place un traitement. Donc, quand on est dans des grandes villes avec des moyens conséquents et des équipes de techniciens, d'ingénieurs spécialisés, le système est relativement, enfin, il est même très bien suivi. Je dis relativement, on va se fâcher. Donc, il est très bien suivi, très bien contrôlé, etc. Par contre, les petites communes n'ont pas beaucoup de moyens. Et vous imaginez déjà le problème des nitrates, on en parlait, le problème des nitrates en Bretagne. Ça fait 40 ans qu'on connaît le problème. On sait d'où ça vient, on sait comment faire, enfin, on a tout. Et pourtant, politiquement, on n'a pas résolu le problème. Alors, comment on l'a résolu? On a traité l'eau.
Ce qui fait que le contribuable paye pour acheter ses salades gonflées ou les choux-fleurs gonflés avec les nitrates et il repaye pour dépolluer. Donc là, c'est un cas particulier. Mais il y a plein de petites communes qui jusqu'à présent n'avaient pas de problème parce qu'on n'analysait pas les qualités de l'eau. Et maintenant, on trouve des perfluorés, on trouve des métabolites de pesticides, on trouve aussi des perchlorates, surtout dans le nord de la France. Et quand vous avez une petite commune de 50, 100 habitants avec un tout petit budget, c'est pas possible, quoi. Construire une usine, embaucher des spécialistes pour s'occuper de l'usine, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que, surtout avec la pression du changement climatique actuel, on a un espèce de défi de péréquation nationale, et là on ne parle pas du territoire d'outre-mer, parce que malheureusement sur les cartes on ne met jamais les territoires d'outre-mer, mais c'est encore plus catastrophique. Et donc ça veut dire que ces grands enjeux nationaux vont nécessiter justement d'aller aider de manière collective toutes ces petites unités de distribution qui sont un peu lâchées à elles-mêmes et qui ont beaucoup d'autres soucis à gérer, et ça devient très difficile. Alors juste pour préciser, vous parliez des métabolites de pesticides, c'est en fait des résidus de pesticides en fait. Oui, ce sont les produits de dégradation. Alors, pourquoi on parle des métabolites de pesticides? Parce que la norme européenne a introduit un paramètre qui s'appelle pesticides et métabolites pertinents. Donc à partir du moment où c'est écrit dans la réglementation, il faut les mesurer, etc. Et mais pertinent, à côté, pertinent, ça veut dire quoi? Et à côté, malheureusement, on ne parle pas des métabolites de plastifiants, des métabolites de perfluorés, etc. Donc, vous voyez, le raisonnement, c'est jusqu'à présent, les méthodes d'analyse permettaient de doser des paramètres. Maintenant, on dose les produits de dégradation et on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup. Donc, ça fait une espèce de pyramide qui n'arrête pas d'augmenter d'année en année. Et c'est pour ça que ça fait de plus en plus peur, parce qu'on voit la liste des polluants qui n'arrête pas d'augmenter, simplement parce qu'avant, on ne les dosait pas, mais ils étaient malheureusement déjà là. Et en plus, il faudrait aussi les doser dans l'air, dans les aliments, etc. Alors, comment, là, ça va être un peu la partie un peu technique, mais concrètement, comment on construit les normes maintenant qu'on doit respecter? Quel seuil il faut respecter? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ça? Vous êtes notre spécialiste, on en profite. Hein. Je garde le micro. Pour construire les normes, il y a une démarche extrêmement rigoureuse qui fait qu'on réunit les meilleurs experts dans tous les pays européens. Et on va dire, par exemple, je veux mettre une norme sur telle molécule. Bon, la première des choses, c'est de regarder si la littérature scientifique a fait des essais de toxicologie. Donc on fait des tests sur des poissons, des souris, des cellules, etc. Et plus il y a de données de toxicologie, plus on a des informations précises qui permettent de faire ce qu'on appelle une évaluation quantitative des risques. Parce que c'est là où il ne faut pas confondre danger et risque. Le pesticide, c'est le danger. Et le risque, c'est d'être malade. Et donc, pour calculer cette probabilité, il y a toute une méthode extrêmement rigoureuse qui fait qu'on prend les données de toxicologie, on mesure combien on en trouve dans les eaux, dans les aliments, etc. Et on fait un calcul derrière pour dire, bon, on sait qu'en dessous de cette valeur, on ne voit aucun effet toxique sur des lapins, des rats, des souris, etc. Bon, comme les données sont anciennes, pas forcément tout à fait parfaites, on va mettre un facteur de sécurité. Et donc on colle des facteurs de sécurité qui permettent de descendre encore plus la valeur en visant les populations les plus sensibles. Ça peut être les nourrissons, les femmes enceintes, etc. Ce qui fait que quand vous voyez une norme avec un chiffre, c'est tout un calcul qui est élaboré de manière consensuelle au niveau européen, qui garde des facteurs de sécurité qui permettent de protéger les gens. Ça veut dire que si vous avez la norme sur les pesticides à 0,1 microgramme par litre, si vous êtes à 0,11, en théorie, légalement, vous n'êtes pas potable. Sauf qu'en fait, entre 0,1 et 0,11, c'est tout pareil. À partir du moment où vous commencez à monter à 0,3, 0,5, ça commence à devenir embêtant. Donc vous voyez, il y a une espèce de raison à garder autour de tout ça, sachant que derrière, c'est tout un consensus scientifique qui évolue au fur et à mesure où les données avancent. Merci pour ce petit point méthodologique. Si c'est non conforme, du coup, ça veut dire, comme vous le disiez, qu'on ne peut pas consommer l'eau, du moins si les seuils sont dépassés de beaucoup. Et donc, on en vient également à fermer carrément des captages. Les captages, c'est là où on va pomper l'eau dans les nappes ou les rivières pour transformer cette eau en eau potable. Mais alors ça, c'est problématique parce que si on est en période de sécheresse, par exemple, on se retrouve avec une quantité d'eau exploitable très réduite. Vive Stéphane Junique, est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? En tout cas, c'est pas que nous, et c'est pas le groupe qui est en charge
points de captage. On en a 33 000 dans notre pays. Je le souligne parce que il y en a 14 000 qui ont été fermés, éteints depuis les années 80, dont un quart qui était véritablement lié à un sujet de qualité de l'eau. En fait, pourquoi est-ce que nous, on intervient à certains moments? C'est tout simplement pour être en appui du soutien de collectivités territoriales et puis de, bien sûr, venir en soutien de nos adhérents en cas de difficulté. Vous avez tous en tête, notamment pendant la période de sécheresse de 2022, où on a été amené à connaître dans un certain nombre de nos régions des restrictions en eau dans un certain nombre de territoires sur de l'eau potable qui ont été significatifs. Et donc l'objectif pour nous, c'est comment on accompagne, notamment à travers des actions de solidarité dans les territoires, pour qu'il puisse y avoir ici du transport de l'eau, qu'on puisse avoir recours à d'autres sources d'eau potable dans ces périodes qui sont des périodes de tension. Comment donc les chaînes de solidarité sont activées avec des acteurs mutualistes qui peuvent être aux côtés d'autres acteurs dans les territoires, notamment des collectivités territoriales. Donc il y a un vrai enjeu qui est pour nous important, c'est de pouvoir bien, dans ces périodes de sécheresse, et on le sait, les fortes périodes de canicule vont s'accélérer dans les années qui viennent avec des enjeux de concentration sur ces déterminants de santé qui vont être beaucoup plus importants. Donc comment nous pouvons être dans l'anticipation des risques de demain? C'est un enjeu pour un acteur mutualiste. Yves Lévy, donc il y a le rôle du changement climatique qui va être là et qui va justement faire en sorte qu'on ne pourra plus dissocier les enjeux de qualité et de quantité. Comment se manifeste en fait le changement climatique par rapport à la qualité de l'eau? Eh ben, en fait, c'est pas il va être là, il est déjà là. Oui, il est déjà là. C'est bien le problème. C'est-à-dire qu'on a dans toutes les prévisions rassemblées auprès de la météo et tous les spécialistes, tous les modèles nous montrent que de moins en moins de neige en montagne, plus de glaciers, ça veut dire le soutien de la masse d'eau qui s'écoule au printemps pour soutenir les rivières, bah, tout ça, il n'y en aura plus. Pendant les périodes d'été, alors pas sur toute la France, mais dans certaines zones, alors il y en a qui auront trop d'eau et d'autres qui n'en auront pas assez. Et donc ça va se manifester par le fait qu'on continue à utiliser de l'eau avec les quantités qu'on connaît aujourd'hui, sauf que le facteur de dilution va être plus faible. Et donc ce qu'on appelle la période d'étiage en été, quand les niveaux d'eau sont très bas, le niveau de concentration en polluants va augmenter. Et donc ça veut dire qu'il va falloir améliorer les traitements dans les usines, ce qui veut dire encore mettre de l'argent et investir dans les systèmes. Et puis parfois, dans certains endroits, il n'y a plus d'eau. Bon, on l'a connu à Mayotte il n'y a pas très longtemps, on l'a connu aussi dans certaines communes en métropole il n'y a pas très longtemps. C'est véritablement une catastrophe annoncée, c'est-à-dire que les choses sont là, les choses sont écrites. D'ailleurs, avec des collègues, on a écrit un rapport que vous pouvez télécharger sur le site de l'Académie des technologies sur les prévisions des manques d'eau et les technologies pour ça. Aujourd'hui, on ne parle pas de dessalement d'eau de mer, par exemple en France, parce que ça coûte beaucoup trop cher. Mais c'est tout à fait probable que dans 20 ans ou dans 30 ans, comme il fera trop chaud dans les villes, les gens vont plutôt aller s'installer sur les bords de mer. Les bords de mer, il n'y aura pas assez d'eau douce. Et donc, il va falloir à un moment se mettre à faire du dessalement d'eau de mer. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut prévoir aujourd'hui, parce que c'est pour dans 20 ans. Et 20 ans, c'est rien du tout, parce que le temps de recueillir l'argent, de mettre en place les modèles, de faire les prévisions de construction d'usines et tout, c'est déjà les 20 ans écoulés. Donc là, il y a une accélération de prise de conscience collective, vraiment collective, parce que c'est nous tous, et c'est programmé, quoi. Marie-Amandine, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou... Non, effectivement, il y a des tensions, il va y en avoir de plus en plus, et je crois, en plus, il va y avoir le problème de la sécheresse, mais il va y avoir aussi le problème des pluies qui vont être plus concentrées et qui entraînent, elles aussi, un surcroît de pollution, parce qu'elles drainent un peu plus. Donc, qu'on ait une sécheresse ou trop de pluie, on aura toujours un problème avec la pollution de l'eau. Oui, et puis vous voyez, quand il y a par exemple une période assez sèche, la pollution s'accumule, et puis d'un seul coup, il y a un orage, donc là, il y a un lessivage de sol, et toute cette masse se déverse dans les rivières, et quelquefois, on voit des mortalités de poissons absolument considérables, parce que la rivière n'arrive plus à supporter cette quantité, et l'oxygène s'écroule, et les poissons meurent, quoi. Et derrière, il y a des usines qui doivent se débrouiller pour faire en sorte que 24 heures sur 24, il y ait de l'eau potable pour tout le monde. Donc c'est vraiment un défi assez colossal, quoi. Et encore, on a la chance d'être en Europe de l'Ouest,
dans une zone géographique où les investissements ont été faits depuis très longtemps pour faire en sorte de distribuer de l'eau potable. C'est pour ça qu'au début, on dit on n'a pas confiance dans l'eau potable. Attention, il faut relativiser les choses, parce que si vous faites le tour de la planète, je veux dire, des endroits où on peut boire de l'eau du robinet sans inquiétude, il n'y en a quand même pas beaucoup. Dans l'ERT à Haut-de-Paris, vous allez chercher l'eau sur un très large territoire. Est-ce que ça fait aussi plus de risques différents de pollution des masses d'eau à gérer? Et est-ce que vous êtes dans les clous? Alors, je ne sais pas si vous l'aviez dit, est-ce que vous êtes dans les clous pour les PFAS sur la réglementation qui arrive? Et est-ce qu'il y a d'autres dangers que vous appréhendez? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les PFAS. Sur les 20 PFAS qui vont être intégrés au contrôle sanitaire, sur ces 20 PFAS, il y en a 14 qui ne sont pas du tout détectés et 6 qui sont détectés à des niveaux très de l'ordre de la nanotrace. Donc là-dessus, on est confiant grâce aux traitements qu'on a mis en place. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces traitements ont déjà été renforcés. Rien que les années précédentes, c'est plus de 2 millions d'euros par an pour renforcer les traitements. On va renouveler plus fréquemment nos charbons dans les usines pour mieux filtrer l'eau. Et il y a des PFAS, des polluants éternels qui ne sont pas réglementés. Le TFA n'est pas réglementé. C'est pour ça qu'on a besoin de normes aussi, les normes qui ont été exposées par le professeur Lévy. Sur la question de l'alimentation au nom de la capitale, d'où elle vient cette eau? Elle vient à 50% de nappes souterraines qui sont à l'extérieur de Paris, en Normandie, en Bourgogne, dans le sud de la Seine-et-Marne. Et elle vient à 50% des eaux de surface, la Seine et la Marne. Donc on constate ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a moins de débit d'eau dans les rivières, et ça va s'accélérer avec le changement climatique. Et on a une baisse de rechargement des nappes devant nous, entre 6 et 12%. Il y a une étude de l'OCDE qui est sortie, une baisse de recharge de 6 à 12% sur les nappes phréatiques qui alimentent la capitale. Donc on a une pression du changement climatique sur ces ressources en eau qui est très importante et qui va augmenter. Donc effectivement, on retrouve les dérivés de pesticides, les résidus de pesticides, mais on a aussi des dangers qui sont des pollutions d'origine industrielle. Je me bats avec Haute-Paris et avec toutes les équipes de la ville contre l'autorisation qui a été donnée à des nouveaux forages pétroliers dans le sud de la Seine-et-Marne qui sont situés à proximité, à quelques centaines de mètres, de sources stratégiques pour la capitale. Pour 180 000 Parisiens en eau potable, on a autorisé des nouveaux forages pétroliers dans le sud de la Seine-et-Marne qui menacent ces ressources en eau qui sont absolument vitales. Donc on a des risques de pollution qui sont de diverses natures, soit d'origine agricole, soit d'origine industrielle. Merci. Alors je crois qu'on a à peu près fait le tour de ce qu'on voulait aborder pour l'état des lieux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, si on a oublié des choses? Bonjour, on m'entend bien? Ah, oui. Je vais prendre 3 questions à la suite et prenez des notes et on va y répondre. Moi j'avais quelques petites questions. Enfin, on parlait beaucoup de conformité et de seuil. Les seuils, conformité et seuil, vous l'avez bien répondu. Mais je me disais, je trouve que cette question-là de pollution, elle est un peu plus vaste dans le sens où, en fait, il y a plusieurs acteurs. Il n'y a pas que les personnes qui traitent l'eau. Il y a les agriculteurs et les industriels. Et je sais que, Monsieur Dannert, vous avez déjà déposé plainte contre les industriels, justement, parce que c'est à eux que repose la responsabilité quand même de polluer nos ressources en eau. Donc je me disais qu'en fait, finalement, la source sur laquelle on devrait travailler, c'est aussi surtout les personnes qui polluent l'eau et pas forcément de traiter, parce que justement, on va augmenter les coûts et les habitants ne peuvent pas suivre ça. Voilà. Et ensuite, pour les PFAS, on met des seuils, mais justement, il me semblait que c'était des polluants éternels, et à force, ça va s'accumuler dans nos corps. Donc, pour moi, mettre des seuils sur des polluants éternels, ça me paraît un peu contradictoire, oui. Voilà. Merci beaucoup. Je vais prendre, il y avait une question là-bas. J'en prends 3. Une première réponse et après on remettra.
Oui, ma question rejoint un petit peu celle de la personne qui m'a précédée, qui dit normes. Je voulais savoir s'il y avait une uniformité, parce que vous parliez de normes européennes selon les pays d'Europe. Enfin, que vous parliez au niveau de la France ou au niveau pour établir les normes pour ce qui est conforme ou pas conforme. Je pense que vous avez parlé au niveau européen. Voilà. Bon, vous savez que l'Europe, alors déjà il y a Europe occidentale, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, et que les normes sont peut-être pas. Enfin, comment vous arrivez à avoir des normes qui soient à peu près uniformes pour les pays? Et puis vous savez que d'un pays à l'autre de l'Europe, il peut y avoir une influence plus ou moins grande des lobbies dans chaque pays. Donc, ma question, c'était de savoir si ces normes étaient. Alors, je ne dirais pas 100% fiables, parce qu'on n'a jamais 100%, mais si elles étaient vraiment fiables, dans la mesure où il peut y avoir une diversité dans l'appréciation de ces normes d'un pays à l'autre, y compris au sein de la communauté européenne. Toute dernière question. Voilà. Bonjour, ma question concerne les méthodes d'évaluation, notamment en vue de l'immensité du nombre de composés, la complexité de leurs interactions et la diversité de leurs effets. Tout cela rend les approches interminables, voire inefficaces, dans le fait, par exemple, d'évaluer molécule par molécule. Nous savons qu'il y a énormément de molécules, par exemple, qui concernent à la fois les PFAS, mais aussi d'autres types de polluants. Comment concevez-vous une approche qui pourrait être efficace pour traiter ce problème qui apparaît immense finalement? Je vous redonne le micro comme ça. Et une fois que c'est... Alors, juste il y avait une question sur la responsabilité des agriculteurs, des industriels notamment. Ça, c'est une question qu'on abordera un peu plus tard. On va y revenir. Mais c'est une question, bien sûr, qui est très pertinente. Et sur les seuils qui concernent les polluants éternels, voilà, est-ce que, étant donné qu'ils sont éternels et qu'ils sont censés rester très très longtemps dans l'environnement, s'accumuler un peu partout, comment on est sûr que les seuils suffisent? Oui, alors il ne faut pas mélanger les deux choses. C'est-à-dire que quand on évalue les problèmes liés à une molécule, on fait ce qu'on appelle les indices PBT. P pour persistance, B pour bioaccumulation, T pour toxicité. Et donc, évidemment, si les trois sont positifs, ça veut dire que c'est un gros problème. Donc, la persistance d'un produit chimique, c'est une chose, mais il peut ne pas être toxique. Certaines molécules vont s'accumuler dans les graisses et dans la chaîne alimentaire, ce qui fait que petit à petit, année après année, la concentration augmente pour atteindre un niveau toxique. Pardon, oui, je ne parle pas assez près. Bon. Oui, donc quand les molécules sont ce qu'on appelle hydrophobes, c'est-à-dire en fait s'accumulent dans les graisses, elles s'accumulent dans la chaîne alimentaire jusqu'à atteindre un certain niveau de toxicité. Pour le problème des PFAS, c'est que oui, ce sont des molécules extrêmement résistantes, c'est-à-dire qu'en gros, pour les détruire, il faut chauffer à 1300 degrés, donc on est très très mal parti dans cette histoire, qui dure depuis plus de 20 ans. Hein. Moi, mes collègues allemands m'avaient déjà alerté il y a plus de 20 ans. Ils avaient trouvé des rivières polluées. Nous, on n'osait absolument pas ça en France. Et on était vachement étonnés. Et puis, petit à petit, on a découvert le truc. Puis, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que d'abord, ça apparaît dans les laboratoires de recherche. Puis ensuite, on voit ça dans les congrès. Puis, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui en entend parler, qui commence à en parler dans les médias, etc. Et puis, il s'écoule 20 ans avant que les politiques commencent à prendre le sujet en main pour le faire bouger, quoi. Donc, je reviens à la question qui est, il y a la toxicité et le facteur de bioaccumulation. Et ça, c'est pris en compte dans l'évaluation du risque. Donc, ça va rebondir sur l'autre remarque, qui est le problème des mélanges. Et ça, c'est absolument terrible, parce que, et c'est tout ce raisonnement qui pose un problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait les normes molécule par molécule, on n'est pas capable de faire une norme sur le mélange. Et la réalité de notre vie, c'est qu'on est exposé à tous ces mélanges, et pas qu'avec l'eau. Je le rappelle à chaque fois parce que c'est important. Et donc, il y a un moment où le système va devoir évoluer, et il commence un petit peu à évoluer depuis une quinzaine d'années. Au lieu de faire des analyses en dosant la molécule, on prend l'ensemble des polluants, enfin tout ce qu'on arrive à extraire, et on le met en contact avec des cellules qui vont donner une réponse biologique. Et donc, à la limite, on ne sait pas ce qu'il y a dans le mélange, mais par contre, on voit si la cellule meurt ou ne meurt pas. Enfin, je simplifie à l'extrême. Et donc, c'est ce qu'on appelle des bioessais.
Et donc le principe, c'est de dire, OK, on continue à faire toutes nos analyses, on connaît les concentrations des molécules, mais à la question, est-ce que c'est toxique? Alors on fait des batteries de bioessais avec différents types de tests pour donner une réponse biologique. Et ça, quand on en parlait il y a 15 ans ou 20 ans, ça n'intéressait personne. Ça a commencé à progresser. La Commission européenne commence à s'y intéresser. Peut-être que dans 10 ans, 15 ans, ça rentrera dans les normes. Donc ça, c'est une voie détournée qui consiste à dire, bon, arrêtons d'essayer de doser les milliers de molécules qu'on a. De toute façon, on ne saura jamais la toxicologie du mélange. Par contre, faisons un test reconnu, validé au niveau européen, de toxicité générale. Et là, on saura si on est dans le rouge, le vert ou l'orange. Donc ça bouge, ça progresse, mais il faut aussi permettre à la science de progresser. Et comme vous savez, en ce moment, la science a quelques petits soucis internationaux. Ça veut dire qu'en ce moment, on essaye de casser l'innovation scientifique et de casser les thermomètres. Comme ça, il n'y a plus de problème derrière, et ça, c'est catastrophique. Et donc, pour répondre à la question des normes européennes, oui, l'Europe, alors je parle de l'Europe politique, est parfaitement unis sur ce sujet-là, c'est-à-dire quand on fait l'évaluation, enfin la création des normes, c'est tous les experts européens qui se réunissent, qui discutent assez longtemps, qui discutent s'il faut baisser ou augmenter les normes, et qui comparent par rapport à ce que fait l'Organisation mondiale de la santé, enfin ce qu'elle faisait, parce que maintenant qu'ils coupent les crédits, ça va être plus difficile. On compare par rapport à ce que faisaient les anglo-saxons, les Américains en particulier. Et donc, non, au niveau scientifique international, c'est reconnu. Après que ça soit insuffisant et qu'il faille faire progresser les normes, oui, ça c'est sûr. Mais la confiance y est. Alors après, au niveau de la qualité de l'eau distribuée au robinet dans toute l'Europe, ça, il peut y avoir des variations, voire même en France, hein, quand on est entre, malheureusement, l'outre-mer et la métropole, malheureusement, on voit bien qu'il y a des Français qui ne sont pas servis à la même hauteur. Vous m'entendez? Là? Oui. On vient d'entrer déjà dans la deuxième partie de cette table ronde, donc sur les conséquences. Voilà, la question que je voulais vous poser, c'était est-ce qu'on s'empoisonne en buvant de l'eau du robinet? Vous venez déjà un peu de répondre. Est-ce que vous voulez peut-être un peu plus détailler sur ça? Non, mais on va répondre franchement à la question. Est-ce qu'on s'empoisonne en buvant l'eau du robinet aujourd'hui pour un empoisonnement rapide? Non. D'accord. Non, mais ça fait du bien de le dire aussi. Que vous soyez à Paris, à Lyon ou à Marseille, vous pouvez boire de l'eau du robinet tous les jours. C'est pas ça qui va vous tuer dans l'immédiat. Cependant, non, mais parce que c'est ça la vraie question, elle est là. C'est qu'il n'y a pas d'empoisonnement direct sur l'eau du robinet, même si l'eau n'est pas conforme, parce qu'il faut voir, on parle de non-conformité, mais il y a un seuil de non-conformité qui est encore différent du seuil sanitaire, d'accord? Donc il y a vraiment, et puis ça a été rappelé, les seuils sont vraiment définis de façon très stricte, et les seuils sont extrêmement plus stricts sur l'eau que sur l'alimentaire. Donc non, c'est pas en buvant l'eau du robinet qu'on s'empoisonne. Cependant, ça a quand même un effet à long terme. Plus on cherche, plus on trouve de polluants, plus on cherche, plus on trouve de substances qui sont nocives. On a, et ça a été très bien expliqué, l'effet cocktail qui n'a jamais été envisagé et qu'on commence seulement à aborder en se disant « Ah oui, on a toujours évalué la toxicité individuellement. Or, on ne boit jamais une seule molécule de pesticide, hein, on boit toujours un peu de pesticides, un peu de nitrate, un peu de ceci, un peu de cela. Et c'est tout ça mis ensemble sur des années et des années, dans un contexte où par ailleurs il y a de l'alimentation, il y a de l'air, qui fait que ça participe. Donc non, on ne s'empoisonne pas en buvant une eau non conforme aujourd'hui en France. Alors, pour certaines molécules telles que par exemple le TFA, donc c'est la plus petite des molécules de la famille des polluants éternels et qui est très difficile à détruire étant donné qu'elle est encore plus petite. Par exemple, cette molécule n'est pas réglementée en Europe pour le moment. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a certains pays qui ont des approches sanitaires qui diffèrent. Et donc ça peut être un peu perturbant aussi quand on veut se renseigner. On ne sait pas à qui se fier. Qui peut m'expliquer quels pays sont plus ou moins stricts, on va dire, avec les normes sanitaires qu'ils appliquent sur ce sujet-là? Et qu'est-ce qu'on fait en France, finalement, par rapport au TFA?
Bon, on a fait une étude à UFC Que Choisir avec Génération Future sur les PFAS et sur le TFA, il n'y a pas très longtemps. Et effectivement, on a comparé les cartes et, en fonction du seuil de normes. Et on voit bien que si on applique les normes qui sont appliquées en France, on n'a pas du tout la même colorimétrie, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même niveau de dangerosité qui est évalué. Si on utilise les normes françaises, si on utilise les normes américaines, qui sont plus strictes, alors qu'on a tendance à imaginer qu'ils sont toujours plus libéraux et que du coup ils seraient moins protecteurs de leurs consommateurs, eh bien, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toujours vrai en tout cas. Et alors si on compare avec les pays européens tels que Pays-Bas, Suède ou Flandre, alors là, eux, si on met leur seuil sur notre carte de France, on a une carte qui est rouge et noire quasiment dans la totalité. Donc pour l'instant, oui, c'est vrai, sur les normes PFAS et sur le TFA, on n'a pas des normes qui sont très très protectrices. Et bon, le Haut Conseil à la santé publique a conseillé en juillet dernier justement de renforcer les exigences françaises. Je rappelle juste que ça n'a pas de caractère contraignant. C'est une invitation à laquelle il faut que chacun se saisisse. Yves Lévy, vous voulez compléter? Oui, non, mais les normes européennes sont établies pour l'ensemble des pays, mais certains pays peuvent être plus stricts. Et il y a des pays qui ont des habitudes d'être plus rigoureux sur certains paramètres, et on va avoir la Suède, le Danemark, les Pays-Bas qui ont poussé l'Europe, et c'est eux qui ont poussé aussi pour que l'Europe commence à sérieusement s'occuper du problème des perfluorés. Donc voilà, il y a dans l'Europe des pays qui ont une plus grande conscience de la protection collective vis-à-vis de ces polluants, et on ne peut qu'appeler les Français aussi à être plus vigilants. Après, il ne faut pas passer dans un extrême, surtout en ne parlant que de l'eau, parce que le problème, c'est combien je mange de perfluorés tous les jours dans mon alimentation, je n'en ai aucune idée, quoi. Et ça, c'est très urgent. Et comment on va le savoir ? Il faut investir dans les recherches qui permettent de le savoir. Et ça, c'est l'Agence de sécurité sanitaire des aliments, l'ANSES, qui fait ça en France. Et plus vite on aura les données, plus vite on saura quelle est la partie de nos expositions sur laquelle il faut agir au maximum. Parce que de toute façon, on n'aura pas d'argent pour tout faire. Donc il faut viser les cibles les plus importantes pour réduire l'exposition des populations. Oui, mais alors, juste, je me permets, si on s'interroge juste sur le TFA, qui à l'heure actuelle n'est pas recherché, nous, on a fait la carte avec Génération Future, on a fait des prélèvements, on a appliqué le seuil de 100 nanogrammes par litre, qui est un seuil qu'on a fixé en fonction des pesticides classiques. On a quand même eu des résultats où on avait 6200 nanogrammes par litre sur la ville de Paris. Donc, j'entends... Désolée. Bon, on avait aussi dans d'autres agglos à Orléans 1600, donc il n'y avait pas que Paris effectivement qui était touché. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne le recherche pas, donc on ne sait pas quel va être l'impact à l'heure actuelle, mais quand on le recherche, on n'en retrouve pas un petit peu. Là, sur le TFA, on en a vraiment trouvé énormément. Et quand on le cherche, par exemple, dans l'eau de mer, on trouve l'eau de mer entre 60 et 150. C'est-à-dire qu'on a une pollution généralisée de notre environnement. Et alors, bon, heureusement, quand même, il faut modérer, c'est que c'est parmi les perfluorés, c'est pas le plus toxique. On a de la chance, si on veut. Mais ce n'est pas une raison. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est les mélanges. C'est-à-dire, en fait, on a un petit peu de TFA, plus un petit peu de résidus de médicaments, plus un petit peu de plastifiants, plus un petit peu de je ne sais pas quoi. Et à force de les cloisonner et de mettre des normes indépendantes, on n'a pas l'évaluation globale. Et la réalité, c'est pourquoi on développe un cancer 40 ans plus tard, c'est à cause de tout ce mélange-là. Et c'est là où on a franchement besoin d'un sursaut. Alors quand je dis on, c'est toute l'Europe, bien entendu, un sursaut de volonté scientifique pour dire, bon, maintenant, arrêtons de découper en petits morceaux et raisonnons sur cette exposition globale des populations, parce que ça commence à être chargé, quoi. Daniel, très rapidement sur le TFA, peut-être vous vouliez... Oui, juste pour dire qu'au Paris, il y a le premier laboratoire public indépendant de recherche sur l'eau potable en France. Et donc, on a identifié, dans le cadre de ces activités de recherche et développement, la présence du TFA. Pas au niveau qui ont été indiqués à l'instant. Je voudrais quand même rassurer les Parisiens et les Parisiennes, tous ceux qui boivent l'eau du robinet à Paris, puisqu'on a publié le mois dernier les résultats exacts des valeurs minimales, la moyenne et la valeur maximale qu'on retrouve au niveau du TFA. Donc c'est 2,09 microgrammes par litre
et une moyenne minimale 0,37, maximale 3,4. Donc c'était bien en dessous des valeurs qui ont été de cette enquête qui était très importante de Génération Future et de l'UFC Que Choisir, qui n'a pas mentionné tous les résultats sur Paris. Vous avez des résultats à 6,2, il y avait des résultats à 0. Et ça, il faut aussi le dire dans les enquêtes. Et voilà, il faut aussi le dire parce que si vous voulez avoir de la fiabilité et de la transparence et de la confiance avec les Parisiens notamment, vous devez publier de manière très transparente l'ensemble des données. Nous avons fait des données sur une ensemble de l'année 2024. 2,09, c'est l'équivalent de la norme aux Pays-Bas, par exemple, sur le TFA. Mais en Allemagne, c'est 60 microgrammes, la norme. Donc il y a des différences entre les pays européens. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit à l'instant Yves Lévy. L'exposition aux polluants éternels des Français, c'est à travers l'eau que nous buvons, mais très largement à travers les autres composantes de l'environnement, à travers l'alimentation, à travers l'air que nous respirons. Et donc on n'aura pas réglé le problème uniquement à travers l'eau, et c'est bien pour ça qu'il faut interdire à la source ces pollutions, et c'est le sens de la loi de Nicolas Thierry, du député Nicolas Thierry, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Il faut couper le robinet des pollutions, sinon on continuera à les retrouver partout, dans l'eau, dans l'air, dans l'alimentation et dans les sols, et on n'aura pas réglé la question uniquement. Je vais prendre un exemple. On a fait quelques essais au laboratoire d'eau de Paris sur du jus d'orange. 60 microgrammes par litre dans du jus d'orange ou dans des compotes pour enfants de TFA. Et donc, c'est là qu'on voit qu'à travers l'alimentation, il y a une exposition très forte, et il faut agir à la source pour prévenir à la source ces pollutions pour ne pas les retrouver partout dans l'environnement. Alors justement, Stéphane Junique, est-ce que vous craignez, en tant que mutualiste, que les contaminants les polluants présents dans l'eau, en plus de ceux présents dans l'alimentation et dans l'air, occasionnent des dépenses de santé supplémentaires à l'avenir? Ce n'est pas une inquiétude en tant que mutualiste, c'est une inquiétude en tant que citoyen. Et au regard d'ailleurs des modèles de santé et de protection sociale dans notre pays, il y a un défi qui sera d'autant plus important au regard de ces risques émergents et nouveaux. Je le mentionne parce que si on est dans une projection dans les décennies qui viennent, on est sur une augmentation des dépenses de santé de l'ordre de 2 à 3%. La supportabilité pour nos modèles de santé et de protection sociale ne sera pas possible si on ne prend pas en considération d'une manière extrêmement importante les enjeux d'action sur les déterminants de santé. Je rejoins parfaitement ce qui a été souligné par le professeur Lévy. Comment on fait aujourd'hui de l'enjeu de l'exposome un enjeu qui est un enjeu majeur dans nos politiques publiques. Une ministre de la Santé, Agnès Buzyn, disait il y a quelques semaines que le problème du ministre de la Santé dans notre pays, c'est qu'elle n'a pas les leviers pour pouvoir agir véritablement sur ce qui fait la santé des Français. Ce n'est pas le ministère de la Santé seul qui peut, de ce point de vue, intervenir. C'est le ministère du Logement, c'est le ministère du Transport, c'est bien sûr tous les enjeux qui sont les enjeux industriels et agricoles, on va répondre à votre question, qui permettront de pouvoir agir sur les déterminants, mais plus encore sur les expositions aux risques de santé de la population demain. Je le mentionne parce que souvent on interroge directement les acteurs de santé qui sont les acteurs du soin, alors que les questions qu'on évoque à la table ronde sont des sujets qui sont des sujets de société. Et si l'IB a souhaité que ces questions, à travers le Climatour, soient aussi en interaction avec vous, c'est que c'est une affaire de citoyenneté. Quand on est un acteur mutualiste, c'est pas simplement de calculer le niveau de la cotisation, c'est d'éviter les problèmes de santé. Et j'en viens sur deux choses qui sont pour nous importantes. Il y a une étude qui est lancée par les pouvoirs publics, et notamment par l'ANSES, par Santé publique France, qui s'appelle l'étude Alban, qui pour nous est une étude qui va être extrêmement importante puisqu'elle aura pour vocation d'étudier sur un panel de 3000 personnes l'état de santé des populations, son exposition aux substances chimiques, son alimentation, mais aussi tout ce qui fait la santé, je pense notamment à l'activité physique et sportive, et qui permettra de voir quels sont les impacts sur les dépenses de santé, quels sont les impacts financiers qui pourront demain peser au regard des risques de santé. Et l'autre élément sur lequel je veux insister, c'est qu'on suit bien sûr ce qui peut être fait par les institutions, notamment académiques et les institutions de santé, parce que c'est précieux pour des organismes mutualistes, mais on accompagne également la recherche en finançant des études, en permettant à ce que la recherche dans notre pays soit davantage
forte, davantage solide, pour pouvoir ensuite réorienter des politiques de santé au bon niveau. Et je souscris à ce qui est souligné, la recherche dans notre pays est en souffrance. Et les sujets qu'on évoque devront nécessiter davantage d'investissements pour accompagner la recherche qui sera nécessaire pour la santé de demain. Vous vouliez faire un petit commentaire ? Oui, non, parce qu'on évoquait la facture en termes de coûts de santé, mais il y a aussi plus directement une facture, qui est la facture qui est payée par les consommateurs sur le coût justement de la dépollution, quoi. Parce que le consommateur, pour boire une eau conforme, c'est lui qui directement va payer la dépollution. Et la question a été posée tout à l'heure. Il faut savoir que à peu près, si on met tous les coûts bout à bout, c'est 1 milliard d'euros par an qui sont payés par les citoyens sur leur facture d'eau. Donc c'est vraiment eux, c'est les consommateurs de l'eau du robinet qui payent cette dépollution. Là, après, c'est une question politique de savoir si c'est à eux de payer, alors qu'en réalité, ce ne sont pas eux qui sont à l'origine des pollutions, puisqu'il y a 70% des pollutions de pesticides, 75% des pollutions en nitrates qui proviennent des activités agricoles, et la suite, c'est les activités aussi industrielles. Donc le consommateur, lui, ne contribue pas à cette pollution, et il finance plus de 80% de la dépollution. Donc ça aussi, c'est une question, je pense, qu'il faut soulever. Est-ce que c'est normal d'être dans un système où, en réalité, celui qui pollue ne paye pas pour la dépollution, et c'est celui qui veut consommer un bien qui, somme toute, est un bien commun, l'eau, qui doit payer pour avoir une eau conforme. Et là, la question, elle est vraiment éminemment politique. Alors justement, c'est ma prochaine question. Dépolluer, on voit que ça devient un casse-tête. Et Dan Lert, d'ailleurs, vous avez porté un recours hier, vous avez déposé plainte pour qu'on vous aide dans ces enjeux-là. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que vous avez fait ? Oui, je confirme ce qui vient d'être dit à l'instant, c'est que les coûts de la dépollution de l'eau potable ne cessent d'augmenter, y compris pour Haute-Paris. Donc c'est le sens de la plainte qu'on a déposée hier matin au tribunal de Paris. C'est une plainte contre X au pénal pour faire reconnaître la responsabilité des industriels, souvent les producteurs de ces fameux polluants éternels, et de les faire participer au coût de la dépollution. Moi, je voudrais à nouveau plaidoyer, soutenir ce qui vient d'être dit aussi par l'UFC Que Choisir. Ce n'est pas aux usagers, ce n'est pas aux collectivités, ce n'est pas aux opérateurs d'eau potable de payer l'ensemble de ces coûts de dépollution. Il y a eu un rapport parlementaire qui dit que l'élimination dans les eaux potables et usées au niveau européen des polluants éternels, c'est 238 milliards d'euros. 238 milliards d'euros. Donc c'est impossible que ce soit seuls les usagers qui puissent supporter sur leur facture d'eau ces conséquences. Donc on entend faire appliquer le principe pollueur-payeur à travers cette première démarche au pénal. Les industriels devront répondre de leurs actes devant les tribunaux. Ça, c'est une première étape. Et ce que je voulais dire aussi sur polluants éternels, pesticides, je parle sous le contrôle du professeur Lévy, mais on dit qu'à peu près 12% des substances actives des pesticides sont des PFAS. Et on l'a vu sur l'affaire du TFA, parce qu'une des origines du TFA, qui est un polluant éternel qu'on retrouve partout en France, c'est un herbicide qui vient d'être interdit par la Commission européenne. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut couper le robinet des pollutions. Plus d'autorisation de mise sur le marché de ces molécules qui sont toxiques. Ce sont les multinationales de la chimie qui commercialisent ces produits depuis des décennies, dont ils connaissent la toxicité, qui doivent payer pour les dégâts de la contamination qu'ils ont causés. Ce n'est pas aux usagers, ce n'est pas aux collectivités, ce n'est pas aux citoyens de payer les dégâts de cette contamination généralisée. On imagine quand même que ça va être compliqué de remonter justement à la source de ces pollutions et d'identifier qui est responsable de ça. Yves Lévy, vous vouliez... Oui, juste pour compléter, pour dire que la France est quand même un des pays qui a mis en place depuis très longtemps et de manière un peu exemplaire le principe pollueur-payeur dans le domaine de l'eau, avec des taxes qui sont prélevées chez les industriels pollueurs qui servent à alimenter les agences de l'eau. Et les agences de l'eau refinancent des stations de dépollution et de l'assistance. Donc il y a quand même un système qui a été mis en place depuis longtemps, sauf qu'il y en a qui ne rentrent pas dans le circuit. Bon, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, notamment le monde agricole qui a réussi à échapper à tout ça. Mais vous voyez, les choses bougent quand même parce qu'au niveau européen, fin 2024,
la nouvelle directive européenne sur les eaux usées a décidé de faire payer à l'industrie pharmaceutique et cosmétique 80% des frais que l'Europe va devoir engager pour traiter les eaux usées. Alors on se dit, mais pourquoi l'industrie pharmaceutique? Parce que la pollution aux médicaments est une pollution qui est aussi très importante. Là, on parle aujourd'hui beaucoup des PFAS, mais j'arrête pas de vous dire, il faut regarder le reste aussi. Hein, les résidus de médicaments, les plastifiants, tout ça, on n'en parle jamais, mais il y en a beaucoup aussi. Et bien évidemment, comme l'industrie pharmaceutique avait de l'argent, du coup, la Commission européenne a dit, ah bah tiens, on va trouver un moyen, là, et hop, 80% de la dépollution des eaux usées va être, en principe, financée par les industries pharmaceutiques et cosmétiques. Donc, il y a des choses qui bougent, et heureusement que l'Europe est là pour ça, parce que sinon, ça avancerait pas beaucoup. Donc, il y a des évolutions, mais on a encore besoin de quelque chose d'assez important, et l'ambiance politique actuelle du monde ne va pas tellement pousser dans ce sens-là, et donc les temps vont être difficiles. Et vous voyez, dans tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, c'est quand même extrêmement logique et pragmatique. Qu'est-ce qu'on demande? On demande à la recherche d'identifier les polluants, de mesurer les expositions des populations pour qu'on ait le maximum d'informations. Donc du coup, on a un beau tableau de bord objectif que tout le monde peut reconnaître. C'est ce que fait le GIEC, par exemple, pour le climat, mais on n'a pas l'équivalent du GIEC pour la pollution chimique, et il faudrait absolument qu'il y ait ça. Et une fois qu'on a le tableau de bord, ben, qu'est-ce qu'on fait? On le met devant la tête des politiques, des décideurs internationaux, et pour leur dire, vous accélérez, vous freinez, mais c'est vous qui prenez la décision. Et dans tout ça, qui est-ce qui paye au bout? C'est quand même généralement toujours le citoyen, quoi. Donc cette démarche logique, en fait, elle est trop lente, elle ne fonctionne pas assez bien, et c'est là où il faut donner de l'impulsion, et on a tous notre responsabilité pour ça, quoi. Maria-Amandine Stéphanie, vous vouliez intervenir ou on passe directement aux questions de la salle? Allez, on va prendre 3 questions sur les conséquences avant de passer aux solutions. On a déjà un peu abordé quelques solutions rapidement, mais on va vraiment approfondir après. 1, 2 et une troisième personne, 3. Je me permets juste une petite question pour continuer ce que disait Margot sur le procès. Pourquoi avoir porté plainte contre X au lieu de porter plainte contre une entreprise ou contre un PDG ou contre quelqu'un de précis? C'était quoi l'idée derrière? Enfin, pourquoi X? 1, 2 et 3. Merci beaucoup. Du coup, moi, c'est peut-être une question qui s'inscrit plus dans la suite, mais je la pose tant qu'il y a le micro, qui est un peu moins macro que les questions qui ont été posées avant. C'est qu'est-ce que vous pensez des filtres? Alors, je sais que l'eau, elle devrait être traitée par les collectivités, mais quand on n'a pas accès à une eau qui est très propre, vu qu'il y a énormément de choses néfastes, malheureusement, qui peuvent arriver dans notre eau, je me demandais si ça valait la peine d'investir dans du charbon, des filtres type Brita, etc. Après, je pense que la réponse est aussi nuancée parce qu'on ne sait pas justement la quantité de polluants auxquels on est exposé et le ratio que l'eau a dans cette exposition. Mais voilà, je voulais savoir si ça valait la peine de s'intéresser à ce sujet-là ou alors si c'était juste une perte de temps et d'argent. Merci beaucoup, c'est une super question. Utile. Oui, bonjour. Je voulais savoir si, au niveau des recherches, il y a des passages entre les hydrogéologues, enfin les gens qui travaillent au niveau de l'hydrologie et les géologues, puisque on sait que les sols ne filtrent plus l'eau, notamment dans les bassins versants de Paris. C'est-à-dire qu'on retrouve les polluants dans les endroits, justement les villages qui n'ont par exemple pas du tout à l'égout, et tous ces gens qui ont acheté des maisons un peu extérieures aux villes et aux villages, par exemple en Seine-et-Marne, en Bourgogne, tous leurs produits de rasage, de maquillage, etc., se retrouvent dans l'eau, et les sols ne font plus office de filtre. Donc tous ces polluants, au départ, se retrouvent dans les eaux de la Marne, de la Seine, etc., et arrivent sur les laboratoires pour... Voilà. Donc je voulais savoir si au niveau de la recherche, il y a beaucoup de travaux qui se font entre les géologues et les hydrologues, je ne sais pas comment on les appelle. Voilà. Et une dernière question rapide. Bonjour.
je suis arrivée en retard. Je vous prie de m'excuser. Mais je voulais soulever un sujet qui n'a pas dû être abordé parce qu'il est souvent squeezé. C'est le nucléaire et l'eau. Le nucléaire et l'eau, c'est une source de rejet divers. J'ai deux prospectus qui ont été faits, enfin, ce n'est pas des prospectus, c'est des documentations qui ont été faits par des groupes antinucléaires. Il y a une étude très poussée qui a été faite dans le secteur Loire et Vienne. Et en région parisienne, la coordination antinucléaire Île-de-France, dont je fais partie, a fait une étude sur les eaux du robinet. Et on s'est aperçu que, je ne sais pas si on l'a transmis au conseil régional, cette étude, mais on vérifiera. On s'est aperçu qu'en Île-de-France, il y avait des traces de radioactivité, pas très importantes, mais quand même. Et notamment, il y a une ville où c'est le plus important, c'est à Villejuif. Donc, on pourra transmettre les documents qu'on a élaborés. Merci. Merci, madame. Merci pour toutes ces questions. On va peut-être passer à ta question. Pour commencer, Dan Lert, donc pourquoi porter plainte contre X? Alors pourquoi une plainte contre X au pénal? Parce qu'on ne sait pas à ce stade identifier précisément les auteurs de ces pollutions. On a identifié un certain nombre d'industries polluantes qui sont situées autour de nos captages, parce que ce sont des installations classées ICPE, donc on peut présumer peut-être qu'il y a un lien de causalité entre ces industries, mais on ne peut pas le dire de manière très effective. Et donc il appartiendra au procureur de la République de mener toutes les enquêtes nécessaires pour identifier les auteurs de ces pollutions et faire reconnaître finalement leur responsabilité. Donc le délit qui est recherché, enfin le chef de la plainte, c'est le délit de pollution de notre réseau d'eau, pollution de l'environnement et abandon de déchets aussi dans l'environnement. Ce sont les motifs, les motivations de cette plainte qui vont nous permettre d'avoir un filet finalement assez large avec les moyens d'enquête du procureur de la République pour aller identifier. Ce sera la première étape avant la contribution à la réparation du préjudice. C'est un préjudice à la fois écologique pour l'environnement, écologique aussi pour les ressources en eau, qu'elles soient superficielles ou les nappes souterraines, mais aussi un préjudice d'image. Si tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ont levé la main dans cette salle en disant douter de la qualité de l'eau du robinet, c'est aussi parce qu'on a toutes ces pollutions qu'on voit dans les enquêtes qui sont menées à juste titre par les associations. Et donc on a besoin aussi de réparer ce préjudice et de redonner confiance dans l'eau du robinet. Les hydrogéologues, c'était ça votre question. Est-ce que moi j'ai une partie de la réponse, mais je vous laisse peut-être. Non, juste une petite anecdote parce que justement hier la ministre de la transition écologique a annoncé sa fameuse feuille de route. Et donc, ça vise à protéger les captages, notamment là où on capte l'eau, là où on prélève l'eau, enfin l'eau brute pour la rendre potable. Et donc, dans cette feuille de route-là, ils vont faire des cartographies très précises des captages qui seraient sensibles et justement, avec des hydrogéologues, voir le parcours de l'eau, sur quelle parcelle justement l'eau capte le plus de polluants, qu'est-ce qui retient les polluants ou pas, voilà. Et le cabinet de la ministre nous disait hier qu'ils avaient du mal à trouver des hydrogéologues en nombre suffisant pour mener ces études partout sur le territoire, donc c'est aussi un enjeu d'associer les hydrogéologues. Yves Lévy. Oui, non, je confirme que les hydrogéologues travaillent avec les hydrologues et à la fois dans les programmes de recherche, évidemment qu'on ne peut pas travailler les uns sans les autres parce qu'on a besoin des informations. Et donc, par exemple, si vous prenez le programme de recherche qui s'appelle le PIREN-Seine, le programme interdisciplinaire de recherche sur l'environnement qui s'intéresse sur la Seine, il y a des hydrogéologues à l'intérieur des programmes de recherche. Donc, il y a vraiment des groupes qui unissent toutes les compétences.
Et quand un maire, par exemple, veut protéger son captage, il a l'obligation réglementaire de faire une évaluation par un hydrogéologue agréé qui va vérifier et définir le périmètre de protection. Après, le problème, c'est que le hydrogéologue donne les informations en hydrogéologie, et puis après, le maire, des fois, il installe une usine au milieu ou il installe un parking. Et voilà, il y a des découplages entre la protection des captages et la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Mais les hydrogéologues, oui, ils sont très présents et on a absolument besoin les uns des autres pour progresser. Et c'est ce qui se fait dans les programmes de recherche. Donc, sur les filtres... Ah, pardon. Non, les filtres, je veux bien qu'on garde la question pour, juste pour la fin. Enchaîner sur la suite. C'est croustillant. Ce sera la première question, promis. Dan Lert, vous vouliez... Non, vous venez d'évoquer le plan de protection des captages qui a été annoncé par la ministre hier. Peut-être qu'on avance un petit peu, mais ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux de l'urgence. On a parlé tout à l'heure de 14 000 captages fermés en France depuis 40 ans. Il en reste 30 000. On nous annonce qu'on va cartographier les 3000 captages sensibles, en plus des 1500 qu'on a déjà. Mais à ce rythme-là, l'ensemble des captages français vont être fermés pour des raisons de dégradation de la qualité de l'eau. Donc on sait pertinemment, il n'y a aucune aide qui est prévue pour les collectivités pour faire face aux enjeux des pollutions, aucune interdiction à la source prévue pour les préfets, c'est-à-dire d'interdire un certain nombre de pesticides ou de pollutions industrielles autour des zones de captage. Mais qu'est-ce qu'on attend en fait? Que la ministre n'a rien annoncé hier à part une cartographie plus précise et quelque part l'ébauche d'une négociation, d'une discussion sur est-ce que les préfets vont utiliser leur pouvoir réglementaire autour des zones de captage. On a décrit l'urgence, l'urgence est là. Ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc on appelle vraiment l'État à l'action sur les captages. Il faut aller vers une trajectoire zéro pesticides sur les captages et en même temps aider beaucoup plus financièrement les agriculteurs à passer au bio autour de ces zones de captage. C'est la solution pour qu'on retrouve notre capacité d'avoir de l'eau potable pour l'ensemble des Français. Ça fait plus de 25 ans que ça aurait dû être fait déjà. Ça fait partie de toutes les politiques obligatoires qui auraient dû être mises en œuvre. Et à chaque fois, on voit les ministres qui arrivent, qui disent non, mais attendez, on va faire une protection des captages. Et je l'ai entendu tellement de fois, ça. Et le problème, c'est que si demain, on décide de protéger réellement un périmètre de l'eau en fait, qui alimente un captage, on sait que si on mettait en œuvre des actions hyper efficaces, il y a tout le passif qui va encore prendre 15 ans ou 20 ans avant que la pollution s'en aille. Quoi. Oui, on retrouve dans l'eau aujourd'hui des pesticides qui sont interdits depuis 10, Absolument. même 20 ans. Des triazines qui ont été interdites il y a 20 ans, on en trouve encore aujourd'hui. Donc oui, il y a urgence, oui, il faut le faire, mais il faut le faire vraiment et une bonne fois et qu'on arrête d'en parler parce que c'est hallucinant. Oui, et d'ailleurs, ça faisait 2 ans qu'on attendait qu'il y ait cette fameuse feuille de route sur les captages. Donc elle est enfin là, malgré l'urgence. Sur le nucléaire et les traces de radioactivité en Île-de-France, moi j'avoue que je ne suis pas très connaisseuse du sujet. Non, il y a le service de mesure, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'autorité de sûreté nucléaire qui fait le contrôle de la qualité des eaux potables. Bon, moi, je n'ai jamais vu de résultats qui posaient des problèmes. En termes de traitement, si des éléments radioactifs rentraient dans une usine de traitement, on avait fait des mesures il y a très longtemps. Tout ça est assez bien bloqué dans les boues. Alors après, il faut voir ce qu'on fait des boues derrière, à l'entrée de la station de traitement. Donc ce n'est pas le nucléaire, je parle à l'état actuel, hein, pas s'il se mettait à exploser partout, mais qui pose trop un problème. Par contre, il y a beaucoup d'endroits en France où il y a du radon dans l'eau. Et donc là, les concentrations en radon, quand on prend une douche, par exemple, peuvent s'accumuler. C'est un gaz naturel, en fait, qui se mélange à l'eau et qui peut s'accumuler dans l'habitat. Et donc tous les gens qui vivent, alors même ceux qui ont des résidences secondaires dans des régions granitiques, doivent faire très attention à ça avec un système d'aération particulier parce que le radon s'accumule dans les sous-sols et dans les salles de bain où on prend des douches. Et donc en principe, la population est informée, mais je ne suis pas sûr que tout le monde soit vraiment au courant.
Bon, ben merci. Peut-être qu'on fera une table ronde un jour consacrée à ces enjeux-là. On va passer donc à la partie solution avec la dernière question qui était sur... alors, je crois que vous parliez de Brita, donc vous parliez des filtres individuels qu'on peut avoir chez nous. Est-ce que ça peut être une solution ou finalement, vaut mieux s'en passer, ça ne sert à rien? Le problème, alors, ça va être... ça va être une réponse scientifique. Ça va pas être une réponse scientifique, ça va être une réponse... Je comprends l'intérêt de la question de se dire, ok, moi individuellement, j'ai une eau qui régulièrement est non conforme, je me méfie, donc du coup je vais utiliser un système. Le problème de ce genre de logique, c'est qu'on répare au cas par cas, mais on ne prend pas de solution à long terme, et qu'en plus, c'est une solution qui va encore peser sur le consommateur, qui va encore peser sur l'usager. C'est-à-dire que l'usager, il va payer 2 fois la dépollution. Il va payer la dépollution une première fois dans sa facture d'eau du robinet et une deuxième fois en allant acheter les cartouches dont, alors, je n'ai pas tous les éléments en tête, mais je sais qu'en plus, tous les systèmes de filtration ne se valent pas, mais je pense que là, on aura un avis plus scientifique. On n'est pas certain du résultat, ou en tout cas, je sais qu'il faut l'utiliser dans des conditions, il faut le nettoyer régulièrement, etc. La vraie solution, si on veut vraiment regarder vers l'avenir, et pas juste sur le prochain verre d'eau qu'on va boire, et l'eau qu'on va boire dans 10, 20 ans, c'est qu'il faut prendre le problème à la source, et regarder, et en fait arrêter de polluer. Et ça, c'est quelque chose, quand on regarde sur les exemples qu'on peut avoir sous les yeux, on se rend compte que c'est ce qui marche le mieux, hein, finalement, c'est d'arrêter de polluer ces zones de captage et peut-être arrêter de parler de la protection des zones de captage, parce que la première fois qu'on en a parlé, c'était dans les années 60, mais on n'a fait qu'en parler, on n'a pas pris de vraies mesures. Donc il est temps de prendre des vraies mesures, et en plus, on le voit, ce sont des mesures qui coûtent moins cher. C'est-à-dire que si vous regardez par rapport aux nitrates, la dénitrification, donc retirer les nitrates de l'eau, c'est entre 20 et 30 centimes par mètre cube, donc ça a un coût, alors que si vous faites des mesures de prévention pour arrêter d'utiliser des nitrates, et bien là, vous êtes, par exemple, à Munich, à 6 centimes du mètre cube d'eau, et à Lons-le-Saunier, parce que Lons-le-Saunier l'a fait, vous êtes à 2 centimes par mètre cube d'eau. Donc on voit, c'est une solution qui est durable, qui est en plus tournée vers l'avenir, parce qu'à partir du moment où vous arrêtez d'utiliser des nitrates, vous arrêtez aujourd'hui, mais aussi pour demain, vous n'êtes pas obligé de payer sans cesse la dépollution, et en plus c'est moins cher. Donc on a vraiment des solutions, on connaît les solutions qui marchent, il faut juste avoir envie de les mettre en œuvre. Yves Lévy, alors, il nous reste 5 minutes, donc on va essayer d'être efficace sur les solutions. Oui, il y a un point très important, vraiment fondamental dans cette histoire, c'est que quand vous regardez tous ces appareils qui sont vendus, il n'y a pas d'évaluation. C'est-à-dire qu'en gros, on achète un appareil, on ne sait même pas s'il marche, s'il y a une efficacité. Alors bien sûr, sur la boîte, il y a écrit que ça vous enlève tout, papa, maman, la complète, mais il n'y a pas d'évaluation objective et indépendante. Ce qui fait que quand vous achetez, je sais pas, une cafetière électrique, vous voyez si votre café est mauvais. Si vous achetez un adoucisseur d'eau, vous pouvez avoir des petits sticks qui vous permettent de vérifier si l'adoucisseur fonctionne ou pas. Mais tous ces concours lépines là, qui sont vendus un peu partout, le problème, c'est qu'il n'y a aucune évaluation faite par un organisme indépendant officiel. Ce qui fait que vous achetez un truc, vous ne savez même pas si ça fonctionne. Au cours du temps, en plus, le système peut se dégrader et donc on ne sait pas. Ça peut très bien fonctionner ou pas du tout. Et puis ça va fonctionner sur certaines choses et pas sur d'autres. Donc on est dans un truc complètement ésotérique qui n'est pas normal, quoi. Et en plus, derrière ça, il y a un gros problème qui vient d'être évoqué, c'est le problème de la responsabilité. Qui est responsable aujourd'hui de distribuer une eau potable au robinet de chaque citoyen? Le maire. Donc le maire a cette responsabilité. Il peut la déléguer à une entreprise privée, c'est sa responsabilité. Si maintenant on dit aux gens, écoutez, la qualité n'est pas terrible, alors allez vous acheter des bricolos à mettre chez vous, ça dégage la responsabilité sur le citoyen, c'est un coût supplémentaire et aucune garantie d'efficacité. Donc là, c'est niette. On dit tous la même chose, mais peut-être de manière différente. Le meilleur traitement, c'est la prévention à la source des pollutions. C'est de ne pas avoir ces pollutions dans les eaux brutes.
il y a des multinationales de l'eau qui proposent des solutions tout traitement technologiques qui sont issues des techniques de désalinisation de l'eau de mer. Mais ces techniques, elles ont un impact environnemental qui est majeur. La consommation d'énergie des usines, on a ces membranes d'ultrafiltration, c'est 3 fois plus ou 4 fois plus d'énergie consommée. Et en plus, en aval de ces usines, on rejette dans l'environnement les déchets issus du traitement, qui sont bourrés de PFAS, bourrés de résidus de pesticides. Donc ça veut dire que les syndicats d'eau qui entourent Paris se préparent à devenir ces fameux industriels pollueurs dont on parle depuis tout à l'heure, parce qu'ils vont relarguer, redéverser dans la Seine, la Marne ou l'Oise les déchets issus des traitements, qui seront en fait des déchets bourrés de PFAS, bourrés de pesticides, et donc ils vont se servir finalement des rivières comme des poubelles pour traiter l'eau de l'ensemble de leurs usagers. Donc il n'y a pas de solution technologique à cette bombe sanitaire et environnementale que sont par exemple les PFAS. La vraie solution, c'est l'interdiction à la source, c'est de couper le robinet de ces pollutions. On ne s'en sortira pas autrement puisqu'on va retrouver progressivement des centaines, des milliers d'autres PFAS dans l'eau qui est dans l'eau brute dont on se sert pour faire de l'eau potable. Alors justement, on va pouvoir entrer dans le détail. Vous accompagnez les agriculteurs à Hauts-de-Paris pour que justement ils coupent le robinet des pollutions à la source. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites avec eux? Alors Hauts-de-Paris, avec le soutien financier de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, aide financièrement et accompagne techniquement 115 agriculteurs autour de nos zones de captage sur 17 000 hectares, c'est-à-dire 1,5 fois la surface de Paris, pour qu'ils passent au bio ou qu'ils réduisent, qu'ils réduisent les pesticides et les intrants, notamment les nitrates, autour de nos zones de captage. Et les résultats sont vraiment excellents. Je confirme ce qui a été dit par l'UFC Que Choisir. Le coût de la prévention, c'est 3 fois moins cher au minimum que le coût des traitements curatifs. Donc sur 17 000 hectares que nous protégeons, on a réussi à réduire la quantité de pesticides utilisés de 77%. C'est-à-dire qu'on a évité 55 tonnes de produits phytosanitaires épandus autour de nos zones de captage. Et les surfaces d'agriculture bio ont été multipliées par 4, avec un coût donc 3 fois moindre que les traitements curatifs. Donc c'est un système qui est vertueux, qui permet aux agriculteurs de passer au bio, de vivre mieux de leur métier, parce que c'est aussi une des difficultés. On les aide dans la durée. Et finalement, les Parisiens, à travers leurs factures d'eau, ils aident des agriculteurs en Seine-et-Marne, en Bourgogne et en Normandie à passer au bio, à vivre mieux de leur métier et à protéger, à travers des pratiques plus respectueuses de l'environnement, à protéger la ressource en eau. Donc on a un système qui marche et qui devrait être généralisé. Je m'attendais à ce que le plan de protection des captages de la ministre présenté hier présente cette généralisation du dispositif. Mais pour ça, il faudrait qu'on arrête de siphonner les agences, la trésorerie des agences de l'eau qui sert à ces aides financières aux agriculteurs. Dans le projet de loi de finances 2025, le gouvernement a piqué dans la caisse des agences de l'eau 130 millions d'euros. Ce programme qu'on a avec Hauts-de-Paris, vous savez, c'est 47 millions d'euros avec les aides de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Et on pique dans le même temps 130 millions d'euros. Donc on marche sur la tête, comme dirait le monde agricole, on marche sur la tête, parce que là, on peut aider les agriculteurs à passer au bio et à vivre mieux de leur métier. Alors vous me disiez tout à l'heure que vous êtes inspiré d'un autre projet et qui est justement financé en partie par Vive, le groupe Vive. Est-ce que vous pouvez me parler de ce projet, Stéphane Judic? Oui, on soutient en fait des collectifs d'agriculteurs, dans le même esprit d'ailleurs que ce qui est fait en Ile-de-France, parce qu'on croit beaucoup, notamment à travers les acteurs de Terre de Source. C'est où ça, Terre de Source? On est en Bretagne, on est dans le Finistère, et on est en capacité donc de pouvoir, sur ce territoire, travailler sur les modalités, les modèles d'agriculture pour permettre à ce qu'ils soient davantage respectueux de l'eau et par conséquent permettre à la population d'avoir un impact sur leur santé qui soit réduit. En fait, on expérimente à travers ces expériences des choses qui peuvent faire modèle demain dans les différents territoires. Et pour un acteur mutualiste, je le répète, l'objectif est de pouvoir trouver les moyens de permettre à ce que la santé des adhérents soit améliorée. C'est pourquoi on est, d'ailleurs, je fais un pas de côté, mais sur tous les sujets qui portent sur la sécurité sociale alimentaire, je ne vous cache pas, on est très aidant sur ces sujets-là, parce qu'on considère qu'au-delà de l'approche allocataire qui peut être apportée par certaines des expérimentations,
Les projets qui s'inscrivent dans un territoire en s'appuyant sur les agriculteurs, mais aussi sur les circuits de distribution, il y a là des effets sur la santé qui peuvent être véritablement bénéfiques. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions de la salle. Ah oui, une question. Bon, eh bien, merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Place à la conférence d'après sur les méga-bassines, l'irrigation, restriction, comment éviter la guerre de l'eau.